Tu es la star, lui, là. C'est très cool d'être ton chat. Du 14 au 20 mars, c'est le Podcaston. Mais c'est quoi le Podcaston exactement ? Podcaston.org a pour but de convaincre le plus grand nombre d'animateurs et d'animatrices de podcasts possible de consacrer un épisode de leur émission à une association caritative de leur choix. Ces épisodes, publiés simultanément dans un effort coordonné, créent une vague massive et internationale de contenu audio consacré à des causes importantes. Le Haut-d'Antoc est très heureux de participer à la 4e édition du Podcaston. Comme j'ai beaucoup de proches engagés dans l'associatif, j'ai voulu saisir cette occasion pour proposer non pas un épisode, mais 4 épisodes sur un mois consacrés à l'engagement associatif de mes amis. Et parce que l'engagement associatif et caritatif, ça peut prendre plein de formes, rendez-vous chaque samedi du 14 mars au 4 avril pour parler de père et danse trans à Quimper avec Lucie et la collective CTFS, d'envoyer des milliers de flottilles à Gaza avec Capik et le mouvement citoyen Thousand Madeleines to Gaza, de comédie musicale à Savigny-sur-Orge avec Maëva et l'association Plume en Scène, et de construire une bibliothèque à Ekpé au Bénin avec Morgane et l'association Faire vivre une bibliothèque à Ekpé. Bon visionnage ou bonne écoute. Salut Capik et bienvenue dans mon podcast Le Haut-d'Antoc. Bonjour, merci. Puisque c'est un podcast qui parle des passions et des hobbies, on va commencer pour introduire là-dessus. Quelles sont tes passions, les sujets auxquels tu t'intéresses spécifiquement, tes hobbies ? T'as 4 heures. Les sciences sociales, c'est une de mes premiers intérêts vraiment spécifiques depuis à peu près toujours, je pense. D'essayer de comprendre comment le monde fonctionne et comment les gens fonctionnent. Et c'est tellement une passion que j'en ai fait mon métier au bout d'un moment. Et puis après, j'ai beaucoup de hobbies, passions artistiques, de création d'art graphique qui vont du maquillage artistique, body painting, jusqu'à je fais de la peinture. Là, depuis quelques semaines, j'ai une nouvelle passion, c'est de faire des badges militants. Globalement, tu me mets des feutres et des pinceaux dans les mains et voilà, je disparais. C'est ça qui fait qu'on a parlé pendant si longtemps avant de commencer la vidéo. Les sciences sociales, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Surtout l'enfance et l'éducation en ce moment, et les arts plastiques aussi. Quels sont les hobbies ou les intérêts que les gens associent immédiatement à toi ? Un des premiers hobbies ou intérêts que les gens peuvent associer à moi, c'est la cuisine, que j'ai pas cité, mais que effectivement je passe quand même une bonne partie de ma vie à cuisiner. Et puis j'ai fait de la cuisine professionnellement avant. Et ensuite, je pense que les hobbies que j'ai cités sur le maquillage et les arts graphiques, et puis tout ce qui est sciences sociales et beaucoup axé autour de la lutte contre les discriminations, de l'inclusion, de l'accessibilité et notamment autour du handicap. Ouais, c'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit que je t'associais au sujet d'inclusivité et d'accessibilité. Je suis pas trop à côté de la plaque. Toi, c'est quoi les hobbies et les intérêts que tu associes à moi ? Le théâtre, je pense, en premier. Enfin, quand je pense à toi, c'est la scène et puis toute la culture queer, quoi. Mais j'ai des photos en tête d'un coup, t'avais joué Gavroche. Quand je pense à toi, j'ai souvent cette photo qui me revient en tête. Ouais. Bah franchement, même bien avant d'avoir joué ce personnage, c'était un peu l'esthétique... c'est l'esthétique que j'aime bien. Quand on était ado au théâtre, on avait dû créer un personnage et j'avais créé un personnage qui s'appelait Junior et c'était Gavroche, clairement. Mais maintenant qu'on a fait cette petite intro, entrons dans le vif du sujet. On va parler principalement de ton engagement militant au sein de Thousand Madeleines to Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire, Thousand Madeleines to Gaza ? Alors, Thousand Madeleines to Gaza, c'est un collectif qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Quand la Madeleine, qui est un bateau qui est parti à Gaza pour essayer de briser le siège, qui a été intercepté par Israël, et ses occupantes kidnappées dans les eaux internationales et emmenées de force en Israël, au mépris de tout le droit international et du droit maritime. Heureusement, ces personnes sont revenues, le navire a été saisi et s'est développée une idée de dire ils ont pu arrêter un navire, mais ils en arrêteront si on en envoie 1000, ils pourront pas en arrêter. Donc le collectif est né en France, s'est développé assez vite à travers des groupes locaux et maintenant c'est un mouvement international qui est décentralisé, c'est un mouvement citoyen dont l'objectif c'est de briser le siège illégal que Israël, l'État génocidaire impose à Gaza, et on enverra des flottilles jusqu'à ce que ce siège soit brisé. Pour ces raisons politiques-là, pour le respect des droits humains fondamentaux, pour le respect du droit à l'autodétermination des Palestiniennes et des Palestiniens, pour l'obtention de leurs droits au retour, voilà, à peu près. Madeleine. Et c'est vraiment un mouvement avec, il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que il y a le fait de partir sur des bateaux, ça, je sais bien que c'est pas accessible à plein de personnes et que
difficile de s'imaginer faire ça, même si on a vraiment beaucoup de propositions. Mais par contre, à terre aussi, pour soutenir le mouvement, il y a vraiment de la place pour plein de personnes différentes, parce qu'en fait, on a plein de missions. On a des groupes locaux en France, notamment un peu partout, qui organisent plein d'actions pour parler du sujet, pour faire connaître le mouvement, pour récolter des fonds. Et là, faut organiser des trucs, donc il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on a plein de groupes de travail sur plein de sujets, donc voilà, c'est chouette, ça fait rencontrer plein de gens avec qui, en plus, on est plutôt alignés politiquement, donc ça fait du bien. Et du coup, c'est aussi ça, moi, que j'ai trouvé dans Sazen Madeleines. Quel est ton rôle dans l'association ? Donc moi, pour Sazen Madeleines, je suis formatrice. Du coup, donc on est un mouvement citoyen international avec du coup énormément de personnes. On a toutes les personnes qui vont partir sur les bateaux, mais on a aussi toutes les personnes qui sont volontaires pour travailler dans les groupes internationaux ou locaux, peu importe. Et l'idée, c'est de s'assurer que les personnes qui travaillent avec nous dans ce mouvement, elles aient ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner ensemble, quoi. Donc, on a tout un programme de formation qui s'adresse autant aux équipages qui vont partir en mer qu'au reste des bénévoles qui sont à terre. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment rassurant et qui m'a donné envie de rester et de m'investir plus. C'est que vraiment le cœur de ce mouvement, c'était d'une part l'autodétermination des personnes, à Gaza et en Palestine, c'est sûr, mais du coup, partout dans le monde, et y compris nos volontaires. C'est un mouvement qui est horizontal le plus possible. On apprend, on se plante, on réessaye, on change, mais il y a quand même une forme de démocratie qui est relativement rare dans des mouvements de cette échelle. Donc ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a touchée, ça m'intéresse aussi, même si il y a des fois des faux pas, mais ça m'intéresse d'être dans la construction de ça avec plein de personnes du monde entier. Et le fait de se former, je trouve ça hyper enrichissant, et d'avoir un mouvement qui fait de la place à ça, et notamment dans une perspective décoloniale, puisque c'est un mouvement internationaliste. Donc, il y a plein de sujets qui se posent. Dans quelle langue on se parle ? Dans quelle langue on produit des documents, comment on fait avec des personnes qui ont tous les fuseaux horaires de la planète pour organiser des réunions, comment on fait des trucs tout bêtes, mais quand tu es militante selon les pays, selon ton statut administratif, tu prends pas du tout les mêmes risques, surtout sur le sujet de la Palestine. Donc comment est-ce que tu permets au mouvement d'équilibrer entre les pays dans lesquels c'est plus facile, il y a plus de liberté, ceux où il y en a moins, et à l'intérieur de ces pays-là, les personnes pour qui il y a plus de liberté et celles pour qui il y en a moins. Il n'y a pas de solution magique à Sazen Madeleines, mais par contre, il y a vraiment plein de personnes qui cherchent et qui réfléchissent à ça et qui essayent des trucs. C'est un des trucs qui m'a vraiment touchée et qui m'a donné envie de rejoindre l'équipe, notamment de formation du coup. Aussi parce que c'est mon métier par ailleurs, de faire de la formation, et du coup, je me suis dit que c'est là que je serais utile, mais en plus, il y a vraiment un truc très chouette qui se crée, quoi. Et c'est important parce que les sujets qu'on traite, ils sont hyper durs, parce que le sujet de la Palestine, c'est pas funky, quoi. C'est très politique et c'est très concret, et on sait qu'on est dans l'urgence permanente, parce que chaque heure qui passe, c'est des vies qui sont perdues. Et donc, ça fait quand même vraiment du bien d'être quand même avec des personnes pour faire ça, qui ont la volonté de grandir, de faire mieux, de se remettre en question. Est-ce que tu as été active dans d'autres assos ? Je fais aussi partie d'autres collectifs. Je suis adhérente de Tzedek, qui est un collectif juif décolonial. Et c'est un peu la même chose que je trouve là à Sazen Madeleines, que j'ai pu trouver à Tzedek. Donc je suis née dans une famille juive, d'une famille où il y a beaucoup de personnes qui ont été déportées, ou dont les familles ont été déportées, ou qui sont passées par la résistance, en Pologne notamment. Bon, voilà, c'est une famille avec une histoire assez chargée quand même. Et du coup, je suis née dans tout ça, avec plein de choses qu'on peut retrouver dans un certain nombre de familles juives, du silence, des choses compliquées, des familles où il n'y a plus que juste des grands-parents, et en fait, toutes les personnes qui pouvaient être là, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, il n'y a plus personne. Et du coup, voilà, moi je suis arrivée dans le monde avec ce
contexte-là. Et puis du coup, assez vite, je suis allée lire tout ce que je pouvais sur la Shoah. Romans, j'ai eu plusieurs années d'enfance et d'adolescence où j'ai creusé vraiment beaucoup ce sujet. Et c'est ça qui m'a amenée dans le militantisme, parce que se rendre compte que c'est pas possible qu'il y ait des choses comme ça qui se passent entre êtres humains, humaines. Et du coup, petit à petit, j'ai pris conscience de ce que ça pouvait être l'intersexualité, de tous les types d'oppressions qui pouvaient exister. Et après, pendant pas mal d'années, j'ai été beaucoup investie sur des sujets féministes. Aussi parce que quand j'ai eu mes enfants, je me suis plongée dans des trucs d'éducation aussi, ce genre de choses, et donc des luttes plutôt infantistes. Après, j'ai eu un engagement associatif assez long, pendant presque 20 ans, d'une asso que j'avais fondée, qui s'appelait Rien ne sert de courir au démarrage et qui s'appelait Crack'n'Roll ensuite, avec laquelle on a fait, on faisait de la cuisine en itinérance sur des événements style festival, événements associatifs, ce genre de choses. Et puis on faisait de l'accompagnement à des personnes, des collectifs qui voulaient organiser des événements. Et puis je faisais de l'accompagnement aussi pour des personnes qui mettent en place par des tarifications alternatives au prix fixe en euros. Donc ça, c'est un engagement qui a duré presque 20 ans. Et puis aussi parce que j'avais des enfants, j'ai dû faire bouger mes formes de militantisme. Quand j'avais 20 piges, j'étais plutôt dans l'action directe et ce genre de choses. C'était aller occuper des lieux, aller faire des manifs, ce genre d'action. Et puis après, j'ai eu des enfants qui étaient en bas âge pendant un certain nombre d'années. Donc je me suis un peu retirée des premières lignes des actions et j'ai fait des trucs moins risqués. Et parfois plus indirect. Et je me suis mise beaucoup à militer en ligne, aussi parce que c'est un truc qu'on peut faire seul, à l'heure du jour ou de la nuit, pour 5 minutes ou pour 4 heures. Voilà, c'est très malléable, donc c'est facile. Enfin, pour moi, c'était facile comme forme d'engagement. Et puis, il y a eu le 7 octobre 2023, il y avait eu 70 ans avant, et il y a eu depuis 2 ans et demi presque maintenant. Et du coup, là, mes enfants ayant grandi aussi, j'ai recommencé un engagement plus fort. Et en plus, ça a correspondu avec un moment où moi, j'ai aussi monté une coopérative avec d'autres personnes sur des sujets de lutte contre les discriminations. Donc en plus, voilà, mes journées de travail, elles sont tournées autour de ça. Et mes journées de militance, elles sont tournées autour de ça aussi. Quels sont les besoins de l'asso actuellement ? Alors, financier, matériel, humain, on a toujours besoin. Ça, c'est évident. Mais là, ce qui va être vraiment essentiel avec le départ des flottilles, c'est du relais médiatique. C'est-à-dire que la seule chose qui va... En fait, l'assurance vie des personnes qui partent sur ces bateaux, c'est la pression médiatique et du coup, la pression sur les différents gouvernements pour protéger ces flottilles, pour s'engager juste en faveur du droit international. On a le droit de naviguer dans les nationales. Je dis on, mais c'est on, n'importe qui a le droit de naviguer dans les eaux internationales. Et le siège illégal qui est mis en place à Gaza, il fait que l'État génocidaire d'Israël s'autorise à aller intervenir dans les eaux palestiniennes. Mais en fait, si on veut aller à Gaza par bateau, on passe des eaux internationales aux eaux palestiniennes. Et donc, on devrait pouvoir le faire sans problème. Donc là, le besoin principal, ça va être de s'informer, de relayer à fond et également d'interpeller les élus un peu partout pour créer une pression médiatique et étatique qui va permettre, en fait, si tous les yeux sont braqués sur les flottilles, les forces d'occupation italiennes, elles auront moins de latitude pour faire n'importe quoi et notamment utiliser la violence avec cette flottille qui est non violente. En fait, des flottilles qui partent avec notamment la Freedom Flotilla Coalition, ça fait des années que ça existe et notamment en 2010, il y a une flottille qui était constituée d'un seul navire, mais une flottille qui a résonné et il y a eu plusieurs morts
et une cinquantaine de blessés. Donc, ce sont des choses qu'Israël a déjà faites. Il y a des gens qui parlent de gens qui partiraient en croisière ou je sais pas quoi. Non, alors absolument pas. Et donc, c'est ça, je pense, le besoin le plus fort là en ce moment, c'est de braquer les yeux du monde entier sur les flottilles, parce que c'est une assurance vie pour les personnes qui sont à bord des navires, mais aussi parce que ça ramène le sujet dans l'actualité politique, que ça donne de la voix à toutes ces personnes sur les navires, mais aussi à terre, parce qu'il y a plein d'actions du coup qui s'organisent en parallèle, et ça donne de la voix sur ce sujet. Mais évidemment, on a besoin de sous de gens et de plein d'autres choses. Comment vous trouvez ? On est sur tous les réseaux sociaux. En France, c'est Sazen Madeleines France, sur tous les réseaux sociaux. Et le site internet, c'est Sazen Madeleines France. En tapant Sazen Madeleines dans une barre de recherche, on nous trouve. Et là, sur le site internet, il y a des explications sur tout ce qu'on fait. Il y a le moyen de voir toutes les façons d'aider ou de s'engager. Ton engagement s'étend au-delà de cette association-là, puisque tu as cofondé Scale FAE. C'est une société coopérative de production dont le slogan est « Vers l'inclusion et au-delà ». Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans ce cadre-là ? Ouais. Oui, donc c'est une SCOP, une société coopérative de production. Donc le principe des SCOP, c'est globalement d'avoir un fonctionnement démocratique. Moi, je suis gérante de cette SCOP, mais je suis gérante élue, un mandat de 3 ans. Et aussi de préserver l'outil de travail pour les personnes qui travaillent. Donc dans une SCOP, on doit avoir plus de 50% des parts qui appartiennent aux salariés de l'entreprise. Je vais pas aller plus loin sur le sujet, il y a plein de trucs passionnants à savoir autour du statut SCOP. C'est un format d'entreprise qui permet vraiment une co-construction et de protéger les salariés. C'est ça qui nous intéressait dans ce statut-là. Et donc, je l'ai fondé avec 2 autres personnes, Laurence et Stéphane, qui sont formateuristes de langue des signes française. Et on a 3 branches d'activité. La première, c'est un organisme de formation, donc langue des signes française pour Laurence et Stéphane. Et moi, je fais de la lutte contre les discriminations et de l'accessibilité à inclusion handicap. Et sur le handicap, je suis plus particulièrement spécialisée sur les questions de surdité, de troubles neurodéveloppementaux et dans une moindre mesure de troubles psychiques. Mais après, j'interviens en première intention sur tout type de handicap, sur des sensibles, des formations de 1 ou 2 jours, vraiment sans problème. Voilà, donc ça c'est pour notre organisme de formation. Je fais aussi sur demande de la formation et la facilitation graphique. Mais pour des projets précis, je fais pas de formation généraliste, ouverte à tous. Ensuite, on fait de l'accompagnement conseil sur tous les sujets qu'on traite en formation. On va accompagner ou conseiller des structures, que ce soit des entreprises privées, des services publics, des assos, des collectifs, vraiment tout type de structure. Laurence, elle propose un accompagnement pour les personnes sourdes sur du projet. Par exemple, je veux passer mon permis. Par exemple, je veux améliorer ma langue des signes. Par exemple, apprendre tout court la langue des signes, je la connais pas. Je veux, je sais pas moi, apprendre à être plus autonome dans mes déplacements en ville. Si j'ai d'autres handicaps associés, par exemple, et que ça c'est quelque chose qui est difficile pour moi. On propose aussi de l'accompagnement sur de la création d'outils pédagogiques et d'outils ludopédagogiques aussi. Donc de la création de jeux sérieux ou ce genre de choses. Et 3e branche d'activité, on fait de l'événementiel inclusif et accessible. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a d'abord l'événementiel, donc des ateliers, des interventions pour parler de nos sujets, mais à travers des formats plutôt ludiques qui peuvent être mis en place dans des événements. Donc ça peut être des fresques participatives pour parler d'un sujet, ça peut être avec mon collectif de maquillage artistique, on fait du maquillage en déambulation, donc on a une formule où on a des très grandes robes à crinoline avec des grands plateaux, tout notre maquillage dans les plateaux, des collerettes avec des pinceaux géants, des grandes coiffes, de la lumière partout. Et du coup on a une formule de cette déambulation où on dit rien, juste on signe. Et on a une formatrice LSF qui vient avec nous, qui est aussi en costume et qui du coup fait de l'initiation à la LSF avec les gens qui attendent pour se faire maquiller. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en événementiel de sensibilisation. Nous, on propose justement des team building autour de la LSF. Le but, c'est de donner à connaître la culture sourde, qui est hyper riche. À des moments, c'est intéressant de faire des mises en situation, par exemple avec un casque. Le but, c'est de comprendre un peu comment toi, en tant que
personne entendante, tu vas pouvoir réagir avec les personnes sourdes parce que des choses tout bêtes, mais dont les gens se rendent pas compte en général. Si t'appelles quelqu'un dans la rue et qu'il ou elle se retourne pas, si la personne est sourde, en fait, elle risque pas de se retourner. Donc si tu sais que la personne est sourde, ça peut être passer devant là où on te voit, toucher l'épaule en respectant quand même l'intégrité physique de la personne. Et par ailleurs, on fait aussi de l'événementiel accessible. Donc là, on parle plus du tout de nos sujets, avec l'idée que quand on est, par exemple, concerné par le handicap, en fait, souvent, quand on fait un team building ou ce genre de truc, on se retrouve quand même beaucoup avec des choses qui nous parlent de handicap ou de discrimination, parce que c'est les trucs qui sont accessibles. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer de l'événementiel accessible, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir. Par exemple, des ateliers cuisine. Par exemple, on a fait un atelier cuisine avec sourds et entendants-entendantes. Donc les personnes entendantes apprenaient un peu de langue des signes, tout le monde apprenait de la cuisine. Les personnes sourdes, elles étaient dans un atelier mixte, donc c'était chouette, et dans un atelier où elles étaient mises en valeur puisque c'est leur langue qui était apprise aux autres personnes. Ça peut être ça. Donc là, on parlait de LSF, mais on parlait de cuisine en fait. La LSF, c'était juste un outil parce que c'était la langue première d'une partie des personnes qui étaient là. Ça peut être de la sérigraphie, ça peut être fabriquer des badges, ça peut être voilà, on a plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est que on récolte les besoins spécifiques en amont des personnes, et nous on construit l'atelier autour de ces besoins spécifiques en prenant en compte les contraintes les plus fortes, et on permet de construire un atelier où tout le monde va vivre la même expérience. Et il n'y a pas le groupe valide par exemple qui va faire l'atelier et à côté la version adaptée pour la personne qui vit avec un handicap. Comment vous trouvez ? On a une chaîne Insta, TikTok, LinkedIn et Facebook. Et tous les jours, on poste une vidéo avec un signe à apprendre et une petite phrase pour apprendre à l'utiliser en contexte. Donc ça, les gens peuvent suivre si elles ont envie. J'avais vu notamment la série sur le vocabulaire LGBT. On s'est réparti les thématiques entre tous les associés. Et du coup, j'ai pris la thématique diversité et inclusion. C'est cool parce que je pense que c'est pas le vocabulaire que t'apprends en premier qu'on va te montrer. Si, dans nos cours, parce que le premier cours de LSF, faut se présenter. Et du coup, on parle de genre à un moment. Donc, on apprend femmes, hommes, non-binaires. Voilà, on fait avec Scal. Merci beaucoup à Capik d'être venue dans le Haut Talk. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir l'occasion de parler avec elle de ses intérêts, de ses valeurs, de son engagement sous toutes ses formes. Parce que là, vous voyez 20-25 minutes de vidéo, mais en vrai, c'était une discussion de plus de 2 heures qui était vraiment passionnante sur les sujets de la vidéo et d'autres. Donc encore merci Capik pour ton intervention, et à bientôt dans un nouvel épisode du Haut Talk.